Merci d'avoir bravé tous les dangers pour être venu ce soir, malgré tout ce qui se passe. J'ai communiqué au dernier moment sur la conférence et j'ai collé ça le jour de la rentrée scolaire. Je m'en suis rendu compte après. Bon, c'est bien, je ne pensais pas que vous seriez si nombreux du coup. Toujours plus d'hommes que de femmes, c'est spectaculaire dans ce lieu. Donc je félicite ceux qui ont bravé le danger. Bravo messieurs aussi. C'est tout le temps comme ça ici. C'est comme ça. C'est peut-être la salle qui veut ça. Je ne sais pas. Pardon ? Voilà. Efféminé un peu. Donc aujourd'hui, on va parler d'une méthode. On va parler un peu de philosophie. Pour vous plonger le contexte, je vais être obligé de vous parler un peu de moi pour que vous compreniez un petit peu comment ça s'est né. Et puis, au fur et à mesure de la conférence, je vais vous expliquer vraiment le concept global de cette vision, de cette méthode. Et on finira, pour ceux que ça intéresse, par la présentation de la formation telle qu'elle se présente. Et je vous expliquerai donc un peu le programme. Alors pour ceux qui sont là parmi vous, par curiosité, pour venir découvrir le concept, déjà bienvenue. Pour ceux qui sont là, qui se posent des questions, éventuellement s'ils feront la formation, bienvenue aussi. Et pour ceux qui ont déjà fait la formation, alors là, chapeau bas, parce qu'il y en a quand même qui sont revenus. Peut-être qu'ils n'ont pas compris finalement ce que j'ai raconté, je ne sais pas. Donc, merci beaucoup d'être venus également. Donc en fait, la formation Univib, elle reprend l'ensemble des outils de mon parcours depuis 25 ans que je suis thérapeute. Donc j'ai un parcours où j'ai été kiné à l'âge de 21 ans, et après être kiné, j'ai commencé à voyager un petit peu partout dans le monde pour voyager, pour prendre ma retraite avant les autres. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, prendre la retraite, ça va bien, mais on va profiter des voyages pour découvrir aussi d'autres choses. Donc j'ai commencé à regarder comment les gens allaient travailler un petit peu à droite, à gauche, notamment en Asie, en Amérique du Sud et au Canada. Et par la suite, j'ai vécu 5 ans à La Réunion. Donc à chaque fois que j'allais quelque part, j'essayais de parcourir les différentes thérapies. Comment les gens travaillaient, comment les gens pensaient. J'ai réalisé que la façon dont les gens travaillaient dans la médecine locale était toujours en lien avec la philosophie ou éventuellement la religion du pays. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc ils associaient en permanence une forme de philosophie et de médecine. Et puis donc, quand je partais en voyage, donc j'allais découvrir des choses comme ça à l'étranger. Puis quand je revenais, moi-même, je me formais sur des méthodes en France. Donc je me suis formé en éthiopathie. Donc j'ai pas fini la formation parce que je pouvais pas être au four et au moulin, donc j'ai choisi les voyages. Mais j'ai commencé par 2 ans d'éthiopathie. Vous connaissez l'éthiopathie un peu ? Ostéopathie, ça vous dit quelque chose ? Bon, mettez ça dans le même sac, ça, pour ce soir ça ira bien. Après j'ai fait une formation de kinésiologie, de naturopathie. Et puis j'ai farfouillé du côté de la réflexologie, notamment en Thaïlande, où je me suis formé en réflexologie plantaire thaïlandaise. Et par la suite, je suis revenu en France, et puis j'avais eu vraiment besoin d'approfondir mes connaissances en médecine. Et je ne me voyais pas partir pour faire médecine concrètement, ça me paraissait trop compliqué, puis j'avais vu trop d'autres choses, j'avais peur que ça me cloisonne un peu. Donc j'ai découvert la médecine nutritionnelle, donc qu'on appelle aussi micronutrition, qui se base sur vraiment la physiologie du corps humain, associée à tous les micronutriments que l'être humain a besoin pour fonctionner dans sa vie de tous les jours. Et ça m'a relativement passionné parce que ça mettait un point sur la façon dont on vit le monde avec une vision médicale, notamment en Occident. Et puis à côté de ça, il y a tous les thérapeutes,
rebouteux, énergéticiens, magiciens, voyants, médiums, etc., qu'on a tendance à toujours foutre dans le même panier. Et donc on a tendance à scinder la médecine d'un côté et puis les thérapeutes holistiques de l'autre. Et moi ça me plaisait pas parce que j'aimais bien les deux. Et là je me suis dit avec la médecine nutritionnelle c'est intéressant parce que même s'ils ne parlent pas du tout d'énergétique en tout cas, ils associent vraiment une forme de santé intelligente. L'idée c'est d'être en santé. Bon, ça je pense que c'est des choses que vous avez tous déjà bien acquis. L'idée c'est que dans les médecines naturelles, on essaye de faire en sorte de garder la santé plutôt que de soigner des maladies. Donc la médecine nutritionnelle, elle fait le pont entre les deux. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Donc ça c'est la partie médicale. Et en parallèle, j'ai suivi une formation à la fois d'ostéopathie et de médecine chinoise. Parce que j'étais passionné de ça. J'avais commencé ça par l'éthio quand j'avais 20 ans. Et par la suite, je me suis dit, il faut que j'aille au bout, quoi. Donc à ce jour, voilà, j'ai fait plusieurs formations. Et puis dans toutes ces formations, j'ai parcouru un peu ce qui existe dans les médecines alternatives depuis plus de 20 ans. Alors ça, c'était la partie énergétique et puis ostéopathique, naturelle, corporelle. Et puis après, évidemment, dans les voyages, à force d'étudier les médecines, on s'intéresse aussi à la philosophie de ces différentes approches. Et forcément, je me suis intéressé aux différentes religions qui étaient associées à ces médecines, donc à ces pays. Donc étant très curieux de nature, j'ai été m'intéresser à différents types de mythologies et de religions à travers le monde. Donc la mythologie mésopotamienne, égyptienne, grecque, perse. En Asie avec le bouddhisme ou l'hindouisme. Je suis revenu sur les 3 grandes religions monothéistes qu'on connaît tous ici. Des religions animistes en Afrique ou des religions chez les Mayas ou les Toltecs. Et après, à force d'étudier ça, j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de points communs. Et donc forcément, j'ai été farfouillé pour essayer de voir qui avait étudié toutes ces sciences en essayant de créer des ponts. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, depuis le début, depuis plus de 20 ans, ce que je cherche à faire, alors à l'époque c'était complètement inconscient, mais c'était de faire des ponts. Comment faire des ponts entre la médecine et la médecine énergétique, entre la religion et la spiritualité, entre le corps et l'énergie, entre telle mythologie et telle autre mythologie. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à pondre quelque chose qui réunisse un peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu parcourir, et d'essayer de créer des ponts, de créer des liens avec l'ensemble de tout ce que j'avais pas forcément intégré, mais au moins parcouru, pour certaines acquises et puis d'autres moins. Mais là, ça me paraissait un peu impossible. J'avais vu trop de choses, c'était trop disparate comme parcours. Puis un jour, ça m'est venu, c'était, je crois, dans les années 2012, où en l'espace d'une demi-heure, j'ai pondu un plan, sans comprendre vraiment ce que c'était que ce plan au début. Et j'ai vu une méthode. Voilà. En l'espace d'une demi-heure, j'ai vu une méthode apparaître comme ça, entre guillemets, sous mes yeux, que j'écrivais. Et là, je me suis dit, waouh, ça, garde-le précieusement, un jour, tu t'en serviras. Parce que quelque part, je vous avoue que quand j'ai pondu ce truc-là, je ne comprenais pas tout. Je me disais, pour l'instant, c'est trop vague, c'est trop flou. Donc il a fallu que j'attende 4-5 ans avant de comprendre ce que j'avais voulu dire, en fait. De manière très, très inspirée, j'avais écrit. Donc c'est cette fameuse méthode que je décris en 3 étapes. Alors, déjà, quel est le principe de la méthode ? Disons, quel est l'objectif de la méthode ? Je me suis rendu compte au travers de mes différentes pratiques de thérapeute, notamment en France, puisque j'ai travaillé bien sûr principalement en France, qu'il y avait dans ma patientèle quelques lacunes en anatomie. C'est-à-dire, quand on me disait
j'ai mal là, d'accord? Et plus précisément, voilà, la cuisse, j'ai mal à la cuisse, ok. Ou alors j'ai mal au diaphragme, d'accord. Mais vous savez où c'est le diaphragme? Bah oui, c'est là. Ok? Et c'est comment le diaphragme? Je sais pas. Ah, donc vous avez mal au diaphragme, mais vous ne savez pas où est le diaphragme. Vous savez pas exactement. C'est bizarre. Comment vous savez que c'est le diaphragme? Parce que c'est mon médecin qui me l'a dit. D'accord? Et comment on va faire pour soigner un truc si vous n'avez pas conscience de cette chose en vous-même, quoi? Donc là, je me suis dit, il y a quand même des lacunes, ça va pas. Il faudrait que j'aide les gens à prendre conscience de leur corps. Et là, j'ai réalisé que c'était pas possible de prendre conscience de son corps si on n'avait pas la connaissance du corps. De manière très pragmatique. À partir du moment où vous avez conscience, vous connaissez, alors je ne vous raconte pas de vous enfiler des tomes d'anatomie, hein. Je dis juste, quand vous savez les os qu'il y a dans le corps, vous savez les muscles qu'il y a dans le corps, mais je ne vous parle pas des noms, je vous parle d'où ils sont situés, comment c'est fait, en 2D, en 3D. Quand vous fermez les yeux et que vous cherchez à vous intérioriser, ça n'a plus rien à voir. La perception de votre corps, elle est métamorphosée. Et j'ai réalisé qu'il y avait, en France, grosso modo, puisque c'est là que je connais le mieux, 2 types de personnages. Il y avait ceux qui connaissaient tout mais qui ne sentaient rien. Et puis il y a ceux qui sentaient tout mais qui ne connaissaient rien. Je caricature volontairement. C'est-à-dire que quand j'allais voir des gens, alors souvent notamment dans le milieu médical, notamment l'autre jour, je me rappelle, j'ai soigné un radiologue, c'était tellement caricatural, c'était superbe, et il me dit, alors je lui dis vous avez mal, il me dit à la face supéro-externe de l'angle inférieur du grand trochanter. D'accord? Et après, il me dit, oui, bon, en fait, j'ai mal là, mais j'avais l'impression qu'il me faisait son bilan de radio lui-même, en fait. C'était assez curieux. Mais quand j'ai commencé à essayer de voir si réellement il sentait cette zone, en fait, il en était complètement coupé. C'est comme si sa conscience n'était pas dans son corps. Elle était dans les livres. Il savait parfaitement lire une radio, il savait très très bien interpréter. Mais lui-même, comment est-ce qu'il sentait son corps? C'est comme s'il n'avait même pas tilté qu'il ne sentait pas son corps. Donc ça a appuyé sur le fait qu'il fait partie de la première catégorie qui connaît super bien le corps mais qui ne sent rien. Et puis à côté de ça, j'ai rencontré plein de thérapeutes dans les stages que j'ai pu faire. Et là-dedans, on trouve bien sûr des magnétiseurs, des énergéticiens, enfin tout un tas de personnages qui avaient des super résultats, mais qui ont tout appris comme ça, quoi. Parce que c'est arrivé et ils ont à un moment donné eu quelque chose entre les mains et puis c'était comme ça. Mais quand on commençait à rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que vous sentez, souvent ça battait de l'aile, parce que là du coup, comme il n'y avait pas la connaissance, ça les limitait, quoi. Donc je me suis dit, en fait, finalement, il faudrait arriver à faire 2 choses. À avoir une connaissance d'un côté et du ressenti de l'autre. Donc si je pouvais aider les gens, ça serait en leur apportant une forme de connaissance de ce que je connais, donc sur le corps, pour les aider à développer leur ressenti. Donc, la difficulté de ceux qui savent tout, c'est que ça peut les limiter dans le fait de ressentir. Donc c'est là qu'ils vont rencontrer une difficulté quand ils viennent ici, parce que c'est compliqué parfois de sentir. Et il y en a d'autres qui sentent plein de choses et qui ont presque peur d'aller apprendre quelque chose parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont perdre ce qu'ils ressentent. Alors qu'en réalité, c'est très complémentaire. C'est comme cerveau gauche, cerveau droit, si vous avez cette notion-là. Un cerveau qui conceptualise, qui comprend, et l'autre qui ressent. Donc voilà, l'idée c'est, avec Univip, c'est ça. On essaie d'avancer toujours sur 2 plans. Une partie théorique, une partie pratique, une partie théorique, une partie pratique. Et dans la façon dont j'ai mené
la formation depuis 5 ans, même si j'avais toujours envie de privilégier la partie pratique, dans la façon dont j'avais structuré la formation, finalement, il y avait quand même plus de théorie que de pratique. Donc j'ai décidé cette année de revoir l'ensemble de la formule afin de la transmettre et de pouvoir privilégier à 50% l'un et l'autre. Et là, je pense que j'ai trouvé la formule, je dirais, beaucoup plus aboutie. Alors, dans quel sens? Afin d'essayer d'aider chaque individu à devenir plus autonome avec qui il est. Le fait de savoir, de comprendre son corps intellectuellement, de le visualiser, de le ressentir, et progressivement, au-delà du corps, de se mettre à ressentir différents univers énergétiques, et bien finalement, il devient de plus en plus autonome. Et donc, l'idée avec Univib, c'est pas forcément de se passer de tout le monde, à la fois ni des médecins, ni des thérapeutes, etc. C'est pas du tout ça. C'est de les aider. C'est-à-dire que plus on va éventuellement devenir autonome, plus lorsqu'on va ressentir devient précis. Et si on n'arrive pas à un moment donné à régler une problématique à l'intérieur de soi, qu'elle soit douloureuse ou alimentaire ou je sais pas quoi, on va se faire aider par quelqu'un et quelque part les portes sont toutes ouvertes pour que la thérapie ou que l'aide à ce moment-là soit vraiment efficace. Donc, je vous disais, ça c'est l'objectif de base. Et donc moi je le découpe en 3 plans, en 3 étapes. La première étape étant la plus importante. La première étape, c'est ce que j'appelle la notion de reliance. C'est-à-dire se relier. Donc dans la notion de relier, on peut se dire se relier à quoi? Il y a une chose qui est toute bête, c'est que si vous avez lu quelques bouquins de développement personnel, vous avez forcément entendu parler de ça, c'est la notion d'instant présent. Parce qu'il y a bien une chose qui est absolument certaine, c'est que on ne peut pas réellement savoir qui on est, on ne peut pas réellement se transformer profondément, évoluer, s'il n'y a pas cette connexion à cet instant présent. Et cet instant présent, on a tous entendu parler de ça, seulement moi j'ai réalisé que finalement, on n'avait pas tous forcément la même définition derrière l'instant présent. Alors pour certains, l'instant présent, c'est être ici et maintenant, c'est être en méditation, c'est être en pleine conscience. Nous ici, on va décrire l'instant présent en 4 étapes. La première étape, c'est se relier à ce que toutes les pratiques énergétiques nous parlent, c'est-à-dire la notion d'axe tertiel. C'est-à-dire être présent en conscience dans son axe tertiel. Ça veut dire être présent, ancré dans la terre. Ça vous parle, c'est pas des trucs complètement... voilà. Donc sentir qu'on est ancré dans le sol, sentir qu'on est posé sur le sol, et puis d'être relié à la notion de ciel, c'est-à-dire à la notion de soleil, d'étoiles, de manière hyper pragmatique et presque scientifique. Aujourd'hui, si on est en vie, c'est dans ce corps physique, c'est parce qu'on est sur Terre. Donc on a besoin de la Terre, et si on est en vie et que nos cellules peuvent rigoler entre elles, c'est parce qu'il y a le soleil. On enlève la Terre, il n'y a plus rien, on enlève le soleil, il n'y a plus rien. C'est vraiment 2 énergies de base. Vous ne pouvez pas enlever ça sans que ça pose quelques petits soucis. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais si, il resterait toujours les bougies. Sortez. Non, ça poserait un petit problème. L'axe tertiel, c'est un axe qui est évidemment fondamental. Donc l'idée de base dans cette formation, dans la partie plutôt énergétique, c'est de vraiment essayer de sentir qu'est-ce que c'est que cette notion d'axe tertiel. De bien le définir, de voir que finalement, il y a une façon simple d'en parler, mais on peut également approfondir cet axe de manière beaucoup plus fine. Donc on va parler de la notion de reliance à cet axe tertiel. Et pour beaucoup, le fait de se relier à l'axe tertiel, vous êtes centré, donc relié à l'instant présent.
moi j'ai réalisé finalement qu'on pouvait être relié dans cet axe tertiel, mais on pouvait être décentré dans d'autres axes qui nous coupent de l'instant présent. Et un des axes que j'ai perçu, je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir perçu, mais c'est ce que moi j'appelle l'axe polaire, c'est-à-dire un axe yin et un axe yang. Donc un axe masculin, un axe féminin. Évidemment, dans chaque individu, on est polarisé. Donc ça veut dire que notre aspect masculin, c'est l'aspect yang, c'est-à-dire c'est la partie de nous qui va être dans l'action, qui va nous faire bouger, mouvoir, qui va nous faire lever du lit le matin, qui va nous faire atteindre nos objectifs, définir des objectifs et après nous donner la force de les atteindre. Et puis notre aspect yin, c'est l'aspect opposé, donc c'est l'aspect féminin, c'est l'aspect plus terre, et c'est l'aspect de réceptivité, de rondeur, de douceur, qui va nous permettre de nous mettre dans un état de lâcher prise. Le yin, c'est quand vous dormez, c'est donc la nuit. Le yang, c'est le jour, quand vous êtes en activité. Et c'est tout bête, mais vous pouvez être parfaitement centré. Mais lorsque vous êtes toujours dans une forme d'hyperactivité, au final, vous êtes dans un excès d'énergie yang. Donc vous ne pouvez pas être dans l'instant présent. Puis quand vous êtes complètement morose le dimanche, dans le canapé, comme ça, là, c'est moins yang. C'est plus yin. Mais même au-delà de ça, si on enlève le côté un peu caricatural, vous savez, vous avez des gens qui passent beaucoup de temps à méditer, par exemple. Alors dans notre société, on les voit souvent soit pour des feignasses, soit pour des allumés. Mais ça peut être une fuite, la méditation. Donc c'est un état de réceptivité, la méditation, c'est un état yin. On est dans un état de réceptivité. Sauf que lorsque on est dans un état où on médite un petit peu trop, quelque part, on quitte l'instant présent, parce qu'on quitte nos réalités quotidiennes et nos réalités matérielles. Donc là, on est dans un excès de yin. Donc même si on est bien dans notre état de méditation ou dans un état de relaxation, quel qu'il soit, si vous êtes trop yin ou trop yang, vous ne pouvez pas être dans l'instant présent. Évidemment, l'idéal, c'est l'équilibre. Et les Chinois nous disent d'ailleurs, j'aime beaucoup cette notion-là, qu'on est toujours plus ou moins dans une quête d'équilibre. On est toujours en train d'essayer de chercher la notion d'harmonie entre ce yin et ce yang. Mais ce que vous disent les Chinois, c'est qu'à partir du moment où vous atteignez profondément cet équilibre, vous êtes mort. Et je trouve ça superbe parce qu'en réalité, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'équilibre absolu n'existe pas. Qu'il soit en médecine chinoise ou même dans plein de domaines. Vous voulez que j'allume un peu ? Je vais faire ça, comme ça. Ça va ? C'est pas trop fort ? En kiné, moi j'avais toujours appris que la marche était un déséquilibre entretenu. Et j'avais trouvé ça aussi un peu bizarre à l'époque, mais en fait, quand vous marchez, vous passez votre temps à vous rattraper d'un déséquilibre. Quand vous regardez vraiment comment travaillent les muscles. On pourrait dire finalement on est là en train de marcher, on maîtrise, mais c'est pas comme ça que se comportent les muscles en fait. Vous lancez un mouvement et après, vous faites que freiner le mouvement. C'est comme ça que physiologiquement on marche. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais tout ça pour vous dire que c'est la même chose. L'équilibre absolu, si vous l'atteignez, c'est pas bon signe. Et c'est exactement comme là, le soleil est en train de se coucher, la lune est en train de se lever, et puis voilà, ça fait toujours ça, vous voyez. Ça fait jamais ça, et ça reste pas comme ça. Ça, c'est plus de la vie. Donc, dans la médecine chinoise, comme ici avec Univive, dans cet axe polaire, on part du principe que pour être dans l'instant présent, l'idée c'est d'être dans cette harmonie et cette fluidité entre le yin et le yang.
Tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt vous avez besoin de yang parce qu'il faut agir, puis tantôt on a besoin de yin. Alors évidemment on vit dans une culture, on est quand même un peu plus yang que yin, quoi. On est un peu sursollicité dans le yang. Et puis plus ça va, et puis plus on est sollicité. Vous savez, vous avez tous des boîtes mail, vous voyez bien comment ça se passe sur vos boîtes mail. Vous avez tous des téléphones, les applications, les machins, ouais. La surinformation, ça vous excite dans un excès de yang. Et cet excès de yang peut amener à ce qu'on appelle la notion de dispersion. Mais même en énergétique, ça a du sens, la notion de dispersion. Et donc aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de rigueur qu'il y a 2000 ans pour avoir un yang équilibré, parce qu'il est tout le temps sollicité. Tout le temps. Bon, il y aurait des tas de choses à dire là-dessus, mais je vais rester assez concis. Parce que finalement, vous pouvez être totalement relié terre-ciel, et puis équilibré yin-yang, mais toujours pas être vraiment dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, évidemment, il y a la notion de temps. Ça peut paraître bête, mais c'est évident. Et lorsque vous passez votre temps à penser ce qui vous est arrivé hier, avant-hier, que vous restez focalisé sur... Vous avez des gens qui restent focalisés à ce qui s'est passé il y a 20 ans, et puis qui ne vivent plus depuis 20 ans. Et lorsque vous restez focalisé sur les projets, de tout ce qui vous reste à faire avant d'aller vous coucher, ou de ce que vous allez devoir faire demain, etc., forcément, vous baladez sur un autre axe, entre passé, présent et futur, et vous ne pouvez pas être dans l'instant présent dans ces moments-là. Donc l'instant présent, il ne peut être que dans ce que disait saint Augustin, c'est-à-dire le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Ça, c'est une façon de le dire, parce que lui, il le disait comme ça, mais l'idée, c'était d'être totalement présent de ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Donc, dans cette notion d'espace-temps, on est dans l'ici et maintenant, et dans le fait de voir qu'à chaque fois que vous avez des pensées, elles ne peuvent s'exprimer que dans deux directions, soit vers le passé, soit vers le futur. Soit vous vous projetez, soit vous vous rappelez. Donc l'idée de cet axe, pour revenir dans l'instant présent, c'est d'avoir conscience de cette activité du mental qui se balade, comme ça, en avant, en arrière, il se projette loin devant, puis après il se rappelle. Je donne souvent le même exemple parce que je trouve que c'est assez caricatural, et c'est pour ceux parmi vous qui sont en couple. Quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez à côté de vous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se rappelle qui c'était hier. Comment elle s'appelle déjà ? C'est-à-dire que, rappelez-vous, imaginez vous vous êtes couché, vous vous êtes engueulé. Vous voyez ? Il y a 8 heures qui s'est passé. Vous avez rêvé, vous avez voyagé, il s'est passé des tas de trucs, elle aussi, ou lui aussi, peu importe. Et le matin, premier truc, je me rappelle. Donc là, vous voyez, c'est ce genre de truc dont je veux vous parler, dont je parle, qui est juste évident. Mais on ne peut pas être dans l'instant présent dans ces moments-là, parce qu'on ne laisse pas la possibilité de découvrir qui c'est. Là, ici et maintenant. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit, et peut-être pas. Mais en tout cas, ça ne l'aide pas que de lui rebalancer sur la tronche qui c'était hier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est le troisième axe. Donc ça fait déjà pas mal. Ça veut dire que pour arriver à être dans l'instant présent, il faut être relié terre-ciel, il faut être relié yin-yang, il faut être relié passé, présent, futur. Là, on commence à toucher quelque chose
où on se rapproche vraiment de la notion de conscience, de l'instant présent. Et puis bien entendu, jusqu'à présent, et d'ailleurs c'est le but vraiment de la première année d'Univib, on a parlé principalement de soi, on a parlé de nous, même exclusivement de nous. Disons de qui on croit qu'on est, disons-le comme ça. Mais évidemment, comme vous avez remarqué, on n'est pas seul. Donc on est obligé d'inclure les autres. Donc c'est moi ce que j'appelle le quatrième axe. Autant les trois premiers axes sont des axes orthogonaux, on peut vraiment dessiner sur des axes même anatomiques. Autant le quatrième axe, c'est un axe qui peut être multidirectionnel, multifactoriel, multidimensionnel. C'est moi ce que j'appelle l'axe humain. Et l'axe humain, là on est vraiment encore plus dans de l'énergétique, c'est l'axe qui nous relie, puisqu'on est dans la reliance. Donc c'est la façon dont on est reliés les uns aux autres, dont on est connectés les uns aux autres. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas un hasard si toutes les religions parlent d'amour, et si on parle souvent de l'humanité comme étant une, etc., etc. Or, on a quand même l'impression que dans notre quotidien, on n'est pas vraiment un. Il y a ceux qui ont les masques, il y a ceux qui n'ont pas les masques, vous voyez ? Puis ça va falloir s'habituer, parce que ça, il va falloir à un moment donné faire un choix. Mais tout ça, ça nous rapproche pas, quoi. Ça nous divise. Et donc l'idée, là, c'est d'essayer de se relier à ce qu'on est réellement en tant qu'humain, en termes de conscience, et qu'on est dans un état de reliance les uns avec les autres. Et ça, on le lit, et quand on le lit, quand il y a des chansons qui nous le racontent, et que c'est bien écrit, on sent profondément que c'est vrai, que ça fait du bien, et que ça apaise, qu'on est connecté, qu'on est reliés les uns aux autres, qu'on forme une espèce d'unité. Vous savez, comme quand on est dans un groupe et qu'on est tous d'accord. On sent qu'on est connecté, qu'on est reliés. Quand il y a une brebis galeuse, en général, là on n'est pas reliés, là. Mais finalement, c'est aussi un être humain. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas reliés ? En énergétique, on parle d'un lien physiologique et naturel qui est un lien de cœur à cœur. On est reliés de cœur à cœur. Symboliquement, moi énergétiquement, j'ai presque même envie de dire physiquement, parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à palper, à sentir. Et je dirais que c'est le seul lien qui est physiologique. Tous les autres liens, absolument tous les autres liens, sont, entre guillemets, pathologiques, c'est-à-dire vampirisants. Et un lien, ça décrit bien ce que ça veut dire, c'est un lien d'attachement. Donc un lien, c'est fait pour attacher. Et il se passe une chose, c'est que dans le corps, et ça, dans la formation, on essaye d'apprendre à le percevoir, à le ressentir, c'est qu'il existe comme des espèces de, allez, on va dire de cordes, de liens, qui vont aller de mon épaule à son genou, ou de ma main à sa tête, etc., etc., en fonction de ce que représente la zone du corps. Je vais vous donner un exemple assez caricatural, parce qu'au moins là c'est imagé. Quand vous avez un mec qui se balade et qui commence dans la rue à regarder d'abord votre décolleté avant tout le reste, il crée un lien qui n'est pas vraiment un lien de cœur. Je vous laisse imaginer d'où ça part et où ça arrive. Mais c'est pas un lien de cœur. Mais il est pas loin. Mais il le voit pas à ce moment-là. Il en voit deux. Bon, ça c'est un lien. C'est un lien, là pour le coup, qui est très, j'allais dire, primaire et qui est très organique, mais qui est quand même un lien. Et en fait, ça sert à quoi ? Pourquoi on fait ça ? Ben, on fait ça quand on n'arrive plus à être dans les trois autres. Parce que quand on est dans les trois autres, on est naturellement dans le quatrième lien, qui est ce lien de cœur. Puis quand on n'y est pas, ben on a besoin de se nourrir. Donc on va aller créer des liens d'attachement pour se nourrir.
Ça s'appelle un peu du vampirisme en énergétique. Hein. C'est pas très beau, mais on le fait tous, donc détendez-vous. Alors il y en a qui le font particulièrement bien, il y en a d'autres qui se cachent. Et puis évidemment, on va utiliser des tas de combines pour pouvoir le faire. On va être soit tout gentil, pour qu'on nous aime, soit on va être le vilain méchant qui va être costaud et puis qui va se faire respecter par la force. Comme ça, on va avoir peur de lui, c'est également un lien. Et là, on va rentrer dans je ne sais combien d'états psychologiques qui, de toute façon, mèneront toujours au fait que, au-delà de ce lien de cœur, il y en a tellement d'autres qui ont pris le dessus qu'on n'est plus dans le lien de cœur, en fait. Alors là, voilà, la finalité, c'est de prendre conscience que ces liens-là n'ont pas vraiment de raison d'être parce que ça ne nous aide pas, finalement. Et non seulement ces liens-là sont, moi j'allais dire réels dans le sens palpable, en énergétique, mais elles peuvent être avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vous relier avec votre maison, parce que vous adorez votre maison, puis vous ne voulez pas quitter votre maison. Vous pouvez vous relier avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier dans votre tête, quelqu'un qui est parti, à quelqu'un qui est décédé, que vous n'arrivez pas à décrocher. C'est-à-dire que ce lien, quand Einstein nous a dit que finalement il existait une autre dimension qui était la notion du temps, cet axe humain, il est dans cette multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'il part d'un endroit, il va à un autre endroit, mais il sort de la limite de l'espace-temps. C'est un peu plus difficile à visualiser, mais c'est quelque chose qui peut donc non seulement considérer des liens avec des choses qui sont réelles et concrètes ici et maintenant, comme avec encore une fois une plante ou un arbre, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui est à la fois déjà parti, mais ça peut être un lien aussi avec quelqu'un qui n'est pas encore là. Par exemple, ça va faire 3 fois que vous loupez votre examen pour être assistante maternelle, je ne sais pas. Et en fait, il y a un lien qui s'est créé avec cette notion d'échec qui fait que si je passe mon diplôme, je vais rater. Ça peut être un lien avec un enfant qui n'arrive pas. C'est malheureusement assez classique. Sans avoir conscience du fait que j'ai créé un lien d'attachement avec le fait de désirer un enfant. Je ne sais pas si vous captez, je pense que vous captez l'idée de base, mais c'est quelque chose évidemment qui peut se travailler dans plein de domaines, notamment en psychologie, mais on peut vraiment l'aborder dans une dimension très concrète et énergétique. Donc quand on arrive à cet état de reliance à l'instant présent et qu'on a pris le temps d'installer ces 4 axes, on est dans un état particulier vraiment d'éveil, de conscience. On est dans une espèce d'hyper-présence, hyper-conscience. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça commence en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ça y est, c'est bon, là on y est quoi. Ça c'est le début. En même temps, on passe énormément de temps là-dessus dans la formation parce que c'est quand même tellement important, c'est tellement la base et dans notre vie quotidienne, on a tellement besoin de ça que ça vaut le coup d'y passer du temps. Cependant, c'est comme si ça nous ouvre un accès à un univers qui est vraiment énergétique, qui est vraiment vibratoire. Il est content, mon bonhomme, derrière. Vous avez vu ? Il a mis des mois pour faire une tête comme ça. Pas facile. Hein. Et cet axe vibratoire, qu'est-ce que c'est ? C'est de rentrer dans un état de résonance. Alors la résonance, c'est quoi ? C'est pas raisonner. C'est rentrer en résonance. C'est rentrer dans un état, on appelle ça de syntonie ou d'harmonie vibratoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, si je prends des termes de physique simple, tout ce que vous voyez dans l'univers ici, enfin dans l'univers en tout cas, ne serait-ce que dans cette pièce, vibre à un niveau de vibration particulière, c'est-à-dire que tout vibre à une certaine fréquence.
Des choses qui sont denses et matérielles vont vibrer à des fréquences très lentes. Et puis, lorsque vous rapprochez vos mains et que vous sentez des choses qui se passent entre vos mains, sans savoir pour l'instant encore ce que c'est de trop, peu importe, et vous sentez des trucs qui passent comme ça. Ça vibre, et ça vibre beaucoup plus vite. Donc tout n'est qu'une histoire de ce qu'on appelle une longueur d'onde. Tout n'est qu'une histoire de la longueur de la fréquence. Et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, reprouvé, etc., peu importe. Dans l'univers, aujourd'hui, tout vibre et tout peut se calculer en termes de fréquence. Donc ça veut dire que vos organes vibrent, vos cellules vibrent, vos os vibrent. Évidemment, vos os vibrent plus lentement que votre peau. C'est pour ça que les os, d'ailleurs, sont plus denses et puis mettent plus de temps à cicatriser. Mais ça reste une notion de vibration. Donc en fait, on peut apprendre à rentrer en résonance avec tout ce qui se passe dans l'univers à partir de son propre corps. Donc, en ayant pris conscience dans son corps de comment est-ce que mes os vibrent, comment est-ce que mes muscles vibrent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire est-ce que je suis capable de sentir mes os, ma peau, mon système nerveux, mon système vasculaire, mon système digestif. Au début, ça paraît un univers de dingue. Seulement, le truc, c'est que c'est bien un truc qu'on a tous, c'est on a tous les outils ici et maintenant. Enfin, je veux dire, c'est quand même on fait comme si ce truc-là, ça servait à se déplacer et puis éventuellement à regarder, à écouter, etc. Mais tout ce qu'il y a dedans, en fait, on fait comme si ça n'existait pas, on s'en fout. Et là, pour pouvoir vraiment avoir accès à cet état-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus je vais pouvoir rentrer en résonance avec mon corps, plus je vais pouvoir rentrer en résonance avec ce qu'il y a au-delà de mon corps. Vous avez des gens, par exemple, quand ils prennent des pierres dans la main, ils arrivent à sentir des trucs. Par exemple, vous prenez un jaspe rouge, qui est une pierre, ou alors vous prenez une pierre de lune. Il y en a qui vont sentir aucune différence. Ils disent c'est froid, c'est un caillou, c'est froid. Oui. Puis il y en a d'autres qui vont vous décrire des trucs de dingue. Ah, moi je sens ci, je sens ça, etc. Elle me parle, elle me raconte des trucs, très bien. Et comment ça se fait que c'est tellement disparate? C'est tout simple. C'est qu'il y en a un qui est rentré en résonance avec la pierre via son corps. Donc il y a une structure dans son corps qui s'est mise à vibrer et qui est rentrée en syntonie avec la pierre. Et là, hop, il y a quelque chose qui se passe. Là, on se met à sentir. Et c'est pareil avec une plante, c'est pareil avec un humain, c'est pareil avec... En fait, c'est pareil avec tout et n'importe quoi, avec un animal. Là, il y a des gens qui on dit, ils ont la main verte. En fait, c'est juste qu'ils sont capables de rentrer en syntonie avec la plante, en passant par leur corps. Ce qu'on ne peut pas faire autrement. Pour rentrer en résonance, c'est deux choses qui rentrent en résonance l'une avec l'autre. C'est une onde qui s'harmonise. Le seul inconvénient, et je vais faire exprès, encore une fois, de caricaturer, c'est quand vous pensez que vous êtes en résonance, mais que vous n'êtes pas dans la première partie, c'est-à-dire dans l'instant présent. Donc là, je sens que c'est la pierre de la grand-mère qui avait jeté le caillou sur le grand-père, etc., etc. Et si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous fabulez. Vous êtes en train d'inventer une grande histoire, c'est magnifique, mais ce n'est pas la réalité. Par contre, ça peut être la réalité. Si vous êtes pleinement dans l'instant présent, c'est illimité. La porte que vous ouvrez en termes de résonance, elle est illimitée. Moi, ça va faire 20 ans que je pratique. Je découvre tout le temps des trucs. Tout le temps. C'est incroyable, c'est sans fin. Donc quand on a compris l'outil, c'est juste, c'est magique, quoi. Parce que le seul outil qu'il faut intégrer, c'est celui-là. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on en a tous. Bon. Vous êtes d'accord avec ça jusque-là, non? Ça va.
Donc on peut rentrer en résonance avec des tas de trucs. Là, on a pris des trucs qui étaient physiques, mais on peut aussi rentrer en résonance avec d'autres choses plus subtiles. Comme par exemple des couleurs. On le fait naturellement. Il y a des couleurs qui vous attirent et d'autres qui ne vous attirent pas. Qu'est-ce qui fait que vous aimez cette couleur ou pas? Vous rentrez en syntonie vibratoire ou pas? C'est comme si vos cellules en fait sont attirées par cette couleur ou pas. En réalité, toutes les couleurs sont disponibles, donc on devrait rentrer en syntonie avec toutes ces couleurs-là. Malgré tout, il y en a qui vibrent plus que d'autres en fonction de qui on est. Et aujourd'hui, peut-être que si je suis fatigué, je vais être attiré par une couleur un peu rouge et ça va me dynamiser. C'est sûr que si vous mettez du rouge dans votre chambre, je ne vous dis pas de faire l'expérience, mais si vous avez envie d'essayer, vous mettez tout en rouge là-dedans, la couette, tout. Je ne suis pas convaincu que votre sommeil sera aussi réparateur, alors que même si vous éteignez la lumière. Malgré tout, il y a quand même une ambiance, il y a une fréquence. Et puis, bien sûr, on peut se relier au soleil, on peut se relier à rentrer en résonance avec des minéraux, des végétaux, des animaux, avec la terre. Je pense que vous avez tous vécu des expériences comme ça, où d'un coup, quand vous êtes dans la nature, vous prenez un arbre et puis vous sentez vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous rentrez en lien, vous rentrez en résonance avec cet arbre. Vous pouvez sentir éventuellement comme si il vous poussait des racines, vous sentez comme si vous faites corps avec l'arbre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui circule entre vous. Après, on n'a tellement pas l'habitude qu'il y en a pour qui ça fait peur, et puis il y en a d'autres qui se disent « Non mais ça y est, je suis encore en train d'inventer je sais pas quoi ». On est tellement orienté intellectuellement depuis qu'on est gamin dans d'autres directions que dans la dimension du ressenti, que dès qu'on s'autorise à ressentir, soit on est taré, soit de toute façon ce qu'on sent, c'est faux. Soit ce que je sens, je suis tellement sûr que ce que je sens, je ne suis même pas foutu de le remettre en question pour voir si potentiellement, peut-être que je me trompe. À force de le travailler, vous allez voir que vous pouvez atteindre des petits outils sympathiques qui vous donnent des repères pour savoir si ce que vous sentez, c'est assez cohérent ou si c'est pas cohérent du tout. Et puis après, c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait également rentrer en résonance avec des états plus profonds de l'être humain, parce que autant on a un corps physique qui est là, ici et maintenant, qu'on voit, autant d'autres cultures, notamment les Indiens ou les Chinois, décrivent qu'on a comme des espèces de couches énergétiques, comme des corps en fait. Vous savez, comme des espèces de poupées russes qu'on enfile comme ça. Et que finalement, si j'apprends à ressentir ces zones-là de mon être, finalement, ça me permet de rentrer en résonance avec d'autres choses, beaucoup plus subtiles. Et là, évidemment, c'est souvent là que les cartésiens s'en vont. Parce que on ne peut, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas encore d'outil qui est capable de mesurer concrètement ces choses-là, on ne peut que se fier à ce que l'on ressent et ce que l'on perçoit. Par contre, il y a des méthodes en énergétique pour savoir si ce qu'on sent, c'est vraiment ce qu'on cherche à sentir ou pas. Et là, on est dans un univers encore plus, encore une fois, vibratoire ou énergétique. Donc ce que décrivent, encore une fois, plein de traditions, et ce que Jung va appeler notamment des archétypes. Vous avez entendu parler des archétypes? Donc on peut se relier par exemple à la notion de symbole, un symbole. C'est-à-dire que lorsque vous regardez un cercle, quand vous prenez le temps de regarder ce cercle, ça va vous mettre dans un état. Si vous regardez un carré, ça va vous mettre dans un autre état. Vous n'allez pas ressentir la même chose. Ça, c'est la base. C'est juste pour vous dire qu'en fait, la forme, le symbole, émet une fréquence. Lorsque vous regardez un beau tableau, quelque chose qui est harmonieux, vous savez, on dit souvent, Léonard de Vinci, il avait la proportion du nombre d'or dans beaucoup de ses œuvres. Ce qui fait que finalement,
ça rend la chose belle à regarder et ça fait du bien. Vous regardez quelque chose qui fait du bien, qui a été peint par exemple, et vous regardez quelque chose qui est un peu déstructuré, vous n'allez pas vous sentir dans le même état. Chaque fois que vous regardez l'un ou l'autre, vous rentrez en résonance avec ce que vous regardez. C'est comme quand vous regardez un film, entre guillemets, qui fait peur, ou un film qui est marrant, ou qui est triste, etc. Vous rentrez en résonance. Il y en a qui rentrent un peu trop en résonance, c'est-à-dire qu'ils ne font même plus la distinction entre ce qu'ils regardent et la réalité. Et on dit souvent qu'un film est réussi justement lorsqu'il nous a embarqués, lorsqu'il nous a sortis de nous-mêmes et qu'on est rentré dans la peau du personnage. Là, l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer dans l'énergétique, d'arriver à rester centré tout en ressentant des tas de choses autour de nous. Et puis à partir de là, on peut rentrer dans ces fameux archétypes. Et là, moi, je me suis amusé, j'ai réalisé qu'en fait, par rapport à tout ce que j'avais vu dans les mythologies, on parle de plein de personnages mythologiques. Dans la mythologie grecque, on va vous parler d'Apollon, on va vous parler de Diane chez les Romains, de Dea ou d'Enki chez les Sumériens, enfin peu importe. Et je me suis amusé à voir est-ce que je pouvais rentrer en résonance avec ces archétypes. Et j'ai réalisé que je pouvais sentir quelque chose de particulier. Alors j'essayais de me dire, bon, il faut que j'arrive à définir ce que c'est que cet état, et puis je le reprendrai plus tard, et je vais voir, est-ce que je me sens toujours de la même manière. Et en fait, systématiquement, je retrouvais une ambiance. Je me suis dit, en fait, c'est fou, parce que même avec ces notions d'archétype, on arrive à ressentir des choses. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, les gens qui travaillent avec l'astrologie ou la numérologie, en fait, c'est sûrement comme ça qu'ils travaillent. Ils arrivent à rentrer en résonance avec des choses qu'on ne comprend pas encore bien, mais qui arrivent à nous donner des informations, des informations subtiles sur soit notre profondeur, soit la profondeur de la personne à qui on fait le thème. Alors c'est vrai que moi l'astrologie, ça va faire 20 ans que je suis tombé dedans, ça m'a toujours passionné, et j'ai toujours trouvé ça génial parce que j'ai compris vite que la vraie question c'était pas est-ce que ça marche, la vraie question c'était pourquoi ça marche. Et donc à force de pratiquer, j'ai vraiment essayé de comprendre mais comment c'est possible d'avoir pondu un outil pareil que les Chinois utilisent pour leur médecine, et puis qu'à force de faire des thèmes et de faire des thèmes et de faire le mien et de le refaire, me dire mais non de là, mais comment c'est possible qu'on n'est que dans du symbole et qu'il y a quand même des informations là-dedans, quoi. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye d'approfondir aussi toutes ces sciences qui parlent de symbolisme ou d'archétype. Donc j'ai mis le nez dans le tarot, j'ai mis le nez dans l'astro, dans la numéro. Et bon, j'avoue que c'est assez bluffant. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre l'histoire de ces outils-là. Et puis aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise parce que j'adore être émerveillé par du symbole, de la notion de symbole. Mais le fait d'avoir pris le temps de se relier d'abord avec tout ce que je vous ai raconté depuis le début, pour arriver à se relier à ces notions beaucoup plus subtiles, ça m'aide, entre guillemets, à ne pas virer comme ça. Et puis ça m'aide à pouvoir aider des gens, ceux qui ont envie d'aller découvrir cet univers-là, à faire en sorte qu'ils y aillent avec une stabilité, quoi. Voilà, quelque chose qui est posé et qu'on peut avoir accès à cet univers-là à partir du moment où on respecte les étapes, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que quand on a fait tout ça, quand on s'amuse, à chaque fois qu'on arrive à rentrer en contact avec des univers particuliers, cette notion de résonance, cette notion de syntonie vibratoire, c'est comme si on intègre dans notre conscience ce avec quoi on s'est relié. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est vraiment pas mon but ce soir, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est un
physicien qui disait ça, un métaphysicien qui disait ça. Il disait que vous ne pouvez pas rentrer vous ne pouvez pas avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans votre conscience. Si vous rentrez en conscience avec quelque chose, il est obligatoirement à l'intérieur de votre conscience. Et si je suis une conscience, et si j'ai conscience de vous, c'est qu'on est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de séparation. C'est-à-dire que ma conscience et la vôtre, c'est la même. Puisque vous êtes dans ma conscience, et que je suis ma conscience, je suis vous. Et là, on rejoint la notion du fameux lien de cœur là, que je disais tout à l'heure. On est dans cette notion-là, on ne peut être que connecté. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Puisqu'on est tous dans une même conscience. Et là-dessus, j'ai réalisé qu'en fait, ça nous amène en fait à un troisième état. Et celui-là, c'est un état qui ne se travaille pas. C'est un état qui est un peu la cerise sur le gâteau. Ça tombe comme ça. C'est la notion de rayonnance. C'est comme si c'est les moments dans votre vie où vous sentez que tout est parfait, tout est aligné, tout est magnifique. Vous savez ? Bon, ongle de peau, ça ne dure pas. Mais le but du jeu, c'est peut-être d'en arriver là, finalement. C'est peut-être de sentir que c'est possible. Donc moi, la méthode, en fait, elle est là pour vous... C'est un chemin, parmi tant d'autres. La particularité de celui-là, c'est qu'il passe par des tas de chemins pour revenir vers un chemin. Voilà, parce que moi, ce que j'aime, encore une fois, c'est faire des liens. Mais l'idée de base, fondamentalement, c'est d'arriver à un état d'unité. Et comme je le disais, cet état-là, on le touche, puis on le perd, puis on le touche, puis on le perd, puis c'est vrai que à un moment donné, on le touche quand même un peu plus, et ça s'installe, Et pour finir avec ça, après je vais vous parler donc concrètement comment ça se passe pour la formation, mais on a tous le sentiment qu'on est une multiplicité d'êtres à l'intérieur d'un univers. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est notre perception du réel, quoi. Hein. On a l'impression qu'il y a un univers qui est là, et puis on est plein là-dedans. Et en énergétique, en fait, quand on arrive là, finalement c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on rentre en conscience avec soi-même, on rentre en conscience avec une forme de tout, et on se rend compte qu'en fait, il existe en fait une multitude d'univers qui s'expriment en un seul être, qui serait la conscience. Alors après, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout un peu. Mais si vous percutez comme ça dans votre tête, si ça fait une espèce de chante, là, vous savez, comme si vous faites on-off, et que vous arrivez à capter ce truc-là, j'ai réussi ma soirée. C'est vraiment, dans l'énergétique, c'est une vision complètement opposée à la vision qu'on a matériellement. Voilà l'idée. N'est-ce pas ? C'est un beau programme. Donc, avant de passer au reste, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Voilà. Si vous voulez m'enfermer, il va falloir m'attraper. Et si ça vous parle, ça vous paraît cohérent, je sais pas, ça vous fait quelque chose physiquement, je sais pas, vous sentez quelque chose dans ce que je vous raconte ? Parce que, parlons concret là, soyons concrets. Dans la pièce, c'est pas la même énergie quand vous êtes arrivé. Là. Et je sais pas si vous le sentez, ça. C'est tout bête, mais le fait de parler de ces choses-là, et d'en parler de manière progressive et centrée, ça vous centre. Donc, obligatoirement, ça vous ouvre. Obligatoirement, vous sentez des trucs. Peut-être que vous ne sentiez pas en arrivant. Donc c'est aussi simple que ça. Alors il est vrai que au départ, j'avais tellement envie de partager Univib
que je disais à tout le monde, bah, vous inquiétez pas, c'est facile, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça demande quand même un certain travail personnel, de pratique. Et on ne peut pas venir à cette formation en touriste parce que ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Vous savez, on est à une époque où bon, plein de gens proposent des tas de choses et moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est la notion de tourisme spirituel. C'est que il y a des gens, ils adorent faire des stages, ils adorent farfouiller à droite à gauche, mais dès qu'il s'agit d'aller vraiment en profondeur, oh, fait chier celui-là, tiens. Lui, c'est pas mal ce qu'il propose là-bas. C'est souvent comme ça qu'on se perd. Donc, si vous respectez ce plan-là, qu'on vous l'amène d'un côté ou d'un autre, ça vous emmènera toujours, en tout cas, au même endroit, quoi. Donc, comment ça se passe Univib? Là, je vais rentrer, donc, pour finir, juste un petit peu plus dans le détail. C'est quelque chose qui se passe sur 3 ans. Alors, c'est pas 3 ans tous les jours, hein, c'est pas tous les week-ends non plus. Dans la pratique, on se voit tous les 2 mois. La première année, on pratique de l'anatomie. On apprend de l'anatomie. Alors, il n'y a pas d'interrogation dans cette formation, c'est peut-être d'ailleurs le problème, parce que des fois, ça booste un peu pour pouvoir travailler. Hein. Moi, je vise l'autonomie des gens qui viennent. Donc, je pars du principe que quand on vient, c'est qu'on est autonome et qu'on veut être de plus en plus autonome. Donc, j'ai pas envie d'être là. Tu t'es fait tester, tu t'es pas fait tester. Ça regarde tout le monde, ça regarde chacun. Moi, j'ai pas envie de me mêler de ça, vous voyez. Mais c'est sûr que voilà, la première année, donc on fait de l'anatomie. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre l'anatomie par cœur. Il s'agit de la comprendre, de la saisir. Et pour ça, on utilise un support en 3D avec des images. Et c'est pour vous faire saisir, ben voilà, c'est quoi un os, c'est quoi un muscle, c'est quoi un ligament, c'est quoi un estomac, etc. Que vous le voyez tourner dans un seul but, c'est que vous puissiez le sentir dans votre corps. Moi, j'ai réussi mon coup si vous êtes capable de me dire, ah oui, si je me branche dans mon bras, si j'arrive à ressentir mon bras, j'arrive à sentir mon os du bras. J'arrive vraiment à sentir que quand je me mets dans mon bras, il y a quelque chose de solide. Voilà, là j'ai réussi. Que vous me disiez c'est l'humérus ou pas l'humérus, il y a un moment donné, ça rentre tout seul. De toute façon, quand vous l'avez intégré, ça rentre tout seul. Il faut bien mettre des mots. Quand on parle d'anatomie, on est obligé de mettre des mots. Donc, on n'a pas le choix que de passer par là. Et dans l'après-midi, parce que ça se passe toujours en 2 étapes, il y a de l'anatomie et l'après-midi, c'est de l'énergétique. Alors, l'énergétique, c'est déjà définir c'est quoi de l'énergétique, quoi, quand on dit de l'énergétique. Parce que vous demandez à un physicien c'est quoi de l'énergétique, vous demandez à un curé, vous demandez à un magnétiseur, vous demandez à quelqu'un qui fait de l'électrodynamique, etc. Il n'y en a pas un qui va vous donner la même définition, hein, un chinois. Donc là, l'idée, c'est déjà d'essayer de poser le truc, de définir ce que c'est, puis après d'y aller par étapes pour sentir, développer le ressenti du corps, et puis progressivement de l'énergie. Pour pouvoir y arriver, on passe par les 4 axes de la notion de reliance, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première année. Donc première année, le corps physique, les corps énergétiques. Donc c'est là que j'ai réalisé que des fois ça faisait quand même un gros morceau, quoi. Parce que celui qui a jamais mis le nez dans l'anatomie, en général il y avait les yeux au bout de 3 jours qui étaient comme ça, vous savez, ça se fermait plus. Donc je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai changé complètement la formule et j'ai tout mis en vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos sur chaque zone du corps, l'épaule, le coude, le poignet, le thorax, les poumons, le système digestif, le système urinaire. En général, les vidéos durent à peu près 20 minutes, une demi-heure.
Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut aux gens, c'est qu'ils regardent ça tranquillement chez eux. Donc l'idée de base, dans l'année 1, c'est, vous avez accès aux vidéos. Vous les regardez quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, faites ce que vous voulez avec ces vidéos. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, on se voit tous les 15 jours, le mardi soir, de 8 à 10 à peu près, en web, où on reprend le cours et on étudie. Parce qu'on m'a beaucoup fait le reproche qu'en fait, déjà, soit on ne se voyait pas assez, soit on se voyait trop. C'est-à-dire qu'au départ, le top, moi je faisais des formations tous les jeudis soirs ici. Et c'est vrai que ça mettait un super rythme. Le jeudi soir, j'adorais. Mais comme mon objectif, et c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'Univib grandisse et touche un peu plus de gens que Cahors, ben j'ai réalisé que là, il fallait trouver un compromis. Donc le web, confinement oblige, justement, m'a un peu poussé la main. Et je me suis dit qu'en fait, ce qui plombe un peu l'ambiance souvent ici, c'est la théorie qui peut être des fois trop lourde. Là, on la synthétise et on la fait en web. Tous les 15 jours, un mardi soir sur 2. Ce qui fait que quand on se revoit ici, donc dans la première année, il y a 6 stages, c'est pour faire un peu de théorie et beaucoup de pratique. C'est-à-dire, on médite, on essaie de sentir son corps, on le palpe, on le ressent, on essaye de sentir, ah tiens, c'est quoi, il y a un bout d'os ici, tiens, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. De manière à essayer de définir un peu plus son corps dans sa globalité et d'éviter d'avoir conscience de son corps que là où on a mal. Parce que je peux vous dire que avec Internet, maintenant, quand quelqu'un vient me voir, il est capable de m'expliquer toute l'anatomie de la zone où il a mal. Hein. Sur 3 cm², c'est impeccable. Hein. Si on sort de là, c'est là que ça se gâte. Mais par contre, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve, il me semble que ces formations-là sont quand même assez dans l'air du temps, c'est qu'il y a vraiment une curiosité maintenant. Les gens cherchent à comprendre et cherchent à mieux se connaître. Donc quand on se voit, ben on se palpe, on apprend à sentir son corps et on apprend à sentir ses différents corps énergétiques. Dans la première année, on travaille beaucoup sur soi, c'est ça l'idée, la conscience de soi. Et puis on essaie de sentir un petit peu l'énergie des autres, on essaie éventuellement d'aller palper, mais l'idée c'est vraiment la première année, c'est sur soi. Et il y a des gens qui s'arrêtent là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui disent au bout de la première année, c'est bon, ça va, j'arrête. Dans cette première année, il y a 2 stages particuliers. Il y en a un où on essaye de développer l'outil purement énergétique qui est ce qu'on appelle la bioénergie, donc c'est-à-dire la possibilité de tester son énergie pour pouvoir tester, j'allais dire l'énergie de n'importe quoi, en passant d'abord par son propre corps. Donc on teste son énergie et ensuite on teste l'énergie de quelque chose qu'on a envie de tester. Donc ça s'appelle la bioénergie. Et puis pour ceux qui auront envie d'approfondir, on fera aussi un apprentissage du pendule. Parce que quand on a le pendule et qu'on sait avoir une rigueur, c'est un outil quand même assez fabuleux. Et puis on finira cette première année par une exploration de la physique. Alors la physique moderne, donc là il n'y a pas peur, hein. Moi j'étais nul en physique, donc déjà rassurez-vous, je ne peux pas vous faire des cours pas possibles. Mais c'est quand même de repartir de la base, c'est-à-dire que quelle est la vision de la physique aujourd'hui, en 2020 ? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école qui pourtant fait partie des théories actuelles ? Par exemple, on a tous entendu parler d'Einstein, mais à part E = MC2, il n'y a pas beaucoup qui savent dire autre chose sur Einstein. Pourtant, c'est quand même un mec qui a complètement révolutionné le monde de la physique. Et à la même époque, il y a eu un gars qui s'appelait Max Planck, qui a découvert la physique quantique et qui a complètement révolutionné le monde de la physique, notamment de la physique quantique. Il y avait un autre gars qui s'appelle Tesla, que tout le monde a plus ou moins entendu parler. Et ce gars, il a complètement révolutionné l'univers de l'énergétique, mais tout le monde s'en est foutu. Et il n'y a que depuis 15 ans, 20 ans, qu'on reprend ses travaux et qu'on se dit « Waouh, en fait,
il avait tout compris ce type-là. Et on commence à créer des appareils de thérapie quantique et des appareils qui vont utiliser ces notions de fréquence que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir agir sur le corps. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler. Et on va parler également de théories plus alternatives, de personnes qui osent remettre en question le système fondamental de la physique, les lois fondamentales, et d'essayer de les voir peut-être différemment. Et alors, il y a des vidéos aussi sur mon site qui donnent déjà une première approche. Et puis, l'idée après, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a dit, notamment sur la notion de résonance. Donc on va apprendre à rentrer en contact avec des végétaux, avec des minéraux, avec des animaux, avec des symboles, avec des archétypes. Puis on y va comme ça progressivement. Un stage assez intensif pendant 4 jours. C'est le 6e stage. C'est à ce moment-là, soit vous virez Tabayo, soit vous partez en courant, soit vous vous inscrivez en 2e année. En général, ça se passe assez bien. J'ai perdu personne en route pour l'instant. Donc pour ceux qui seront après encore plus curieux, c'est d'aller un petit peu plus profondément dans la matrice, on va dire. Dans la 2e année, c'est d'aller apprendre un petit peu plus précisément comment fonctionne le corps humain, non plus dans sa dimension anatomique, mais dans sa dimension physiologique, c'est-à-dire les cellules, quoi. Comment ça communique, comment ça se parle. Alors là, évidemment, je me sers énormément de la micronutrition pour vous donner des infos, et j'essaye de plus en plus de les rendre de plus en plus accessibles et de les plus en plus concrètes. Donc là, ça sera à vous de me dire « Stop !» comprends plus, recommence. Parce que ça peut vite devenir compliqué, et c'est souvent cette année-là où les gens me disent « Oh là là, mais j'ai jamais fait de biologie, c'est un peu complexe. » Alors du coup, je me suis dit, faut que je fasse des vidéos. Donc il y a des vidéos sur tous les cours de la 2e année qui permettent de les intégrer un peu à son rythme, et chacun peut aller au niveau de profondeur dont il a envie d'aller. C'est ça qui est intéressant juste ici, c'est que vous prenez ce que vous avez à apprendre en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous prenez ce que vous avez à apprendre et ce qui vous aide. Tout ça pour nous mener vers un petit peu comprendre les pathologies, puis comprendre ce qu'on appelle la notion de décodage biologique. C'est-à-dire, quand vous avez compris la physiologie du corps humain, vous avez compris la notion de décodage biologique. Qu'est-ce que c'est ? C'est la compréhension psychologique d'une pathologie physique. C'est de faire le pont entre le corps et l'esprit et d'essayer de se dire, tiens, c'est quand même marrant, mon père a perdu son premier enfant et derrière il fait un cancer des testicules. C'est quand même curieux. Il perd un enfant, il fait un cancer des testicules. Il y a un lien, non ? Il me semble. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Hammer, le père du décodage biologique. Donc, à partir de là, il s'est dit, bon, c'est quand même curieux, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce que la personne ressent et vit dans son corps et un traumatisme psychologique ? De là est née la théorie du décodage biologique, avec toutes les écoles qui vont avec. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va toujours se rapprocher du corps et de la compréhension du corps. Si on reste dans la notion de ce que c'est que le corps et comment ça marche, on comprend le décodage biologique. Ça, je vous le garantis, ça marche. Dans la 2e année, dans l'après-midi, on travaille également dans la notion de développer, d'approfondir la notion d'énergétique. Là, on va aller un petit peu plus dans des univers, je dirais encore un peu plus profonds. Alors pour ceux qui voudront, on apprendra à dégager des lieux en énergétique. Et on fera tout ce qui se fait globalement un peu dans les stages ou quand vous allez dans cet univers-là. Je dirais que cette année, dans les gens qui se sont inscrits, il y a des gens qui sont déjà thérapeutes. Il y en a d'autres qui ont un parcours complètement différent. Et j'ai l'impression que cette année, on va faire des trucs beaucoup plus vastes que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc ça va être vraiment intéressant. Et puis la dernière année,
Alors celle-là, elle n'a rien à voir. Elle est un peu à part. Et il y a des gens qui arrêtent en 2e année. Et la 3e année, il y a des gens qui viennent faire que la 3e année. Ouais, c'est possible. C'est possible. La 3e année, c'est une année qui replace l'être humain dans l'humanité. C'est-à-dire, là, jusqu'à présent, on était beaucoup branché sur soi. On a développé qui je suis, moi, en termes de conscience. Dans la 2e année, on est beaucoup dans les notions d'interrelation, d'interdépendance les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on parle de décodage biologique. Dans la 3e année, c'est soi dans le monde. C'est-à-dire, on a tous une façon de penser. On a tous une philosophie particulière, on a tous des croyances. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et pour ça, c'est là que moi, je transmets ma petite patte sur la notion des différentes mythologies et des différentes religions du monde. Et comme il y avait un gros pavé, je me suis dit, fais des vidéos. Donc j'ai fait une vidéo par, j'allais dire par région. Donc il y a une vidéo sur les Sumériens, une vidéo sur les Grecs, sur les Égyptiens, sur l'islam, sur le soufisme, sur la Kabbale, sur la gnose, sur les chrétiens, sur l'animisme. Bon bref, il y a 25 vidéos. Et bon, l'idée, c'est dans cette 3e année, c'est de prendre un thème. Aujourd'hui, on va faire les Sumériens. L'idée, c'est que vous ayez vu la vidéo avant, qu'on évite de repasser par l'histoire, etc., mais qu'on essaye de voir est-ce qu'on arriverait à en sentir quelque chose de concret. Donc quand on se voit, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre à se relier à un archétype particulier. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, tiens, chez les Grecs, il y a Apollon. Est-ce que vraiment, au-delà de l'information intellectuelle et toute la mythologie qui va avec, est-ce que je pourrais apprendre à sentir ce truc-là ? Concrètement, c'est quoi ? Et dans la 2e partie, l'après-midi, c'est de développer ce qui va très bien avec la religion et la mythologie, mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, on le comprend au fur et à mesure de l'année. C'est pas un hasard si je l'ai fait là. C'est de transmettre mon gros dada, moi depuis 20 ans, c'est-à-dire apprendre aux gens à monter un thème et à comprendre ce que c'est quand on fait de l'astrologie ou de la numérologie ou de la tarologie. Qu'est-ce que c'est que ces sciences ? Elles viennent d'où ? Et quelles sont ces lois ? Et puis d'apprendre progressivement à les utiliser et voir que finalement on peut s'amuser avec ça, sans se prendre trop au sérieux, parce que je pense que c'est une grande clé dans ces trucs-là. Moi, j'avais regardé l'astrologie, parce que vous savez, avec l'astrologie, ça concerne chaque individu, mais ça concerne aussi tout le monde. Parce que la position, elle est là pour tout le monde. Et ça faisait un moment que je disais aux gens, vous verrez, mars 2020, vous verrez, quelque chose de très particulier, mars 2020 quand même. Impossible de vous dire ce que c'était, parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais en fonction des planètes qui sont là, si on reste dans la symbolique, on se dit tiens, ça devrait toucher ci, ça devrait toucher ça. Puis quand ça arrive, on se dit putain, c'est quand même dingue ce truc, quoi. Ça, c'est la partie magique, hein, parce que on n'est pas là pour tout expliquer ici, mais on est là pour aussi recevoir, essayer de saisir des fois la magie de l'outil, quoi. Donc quand vous sortez de là, au bout de 3 ans, vous avez mis le nez dans tout ça. Pour certains d'entre vous, il y en a qui auront approfondi, qui auront vraiment saisi des choses et qui les auront acquises. Et puis pour d'autres, vous aurez pris peut-être un peu moins, parce que vous aurez eu moins eu de temps. C'est pas très grave, puisque de toute façon, vous êtes là pour prendre que ce que vous avez envie de prendre. La dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la 2e année, on apprend aussi dans l'énergétique à travailler sur l'autre. En général, si ça se passe bien, on le fait à la fin de la 1re année. Donc, est-ce que j'arrive à sentir l'énergie de quelqu'un ? Est-ce que j'arrive à sentir ce qu'on appelle des vides, des pleins ? Est-ce que j'arrive à... Si je pose mes mains, est-ce que j'arrive à sentir ses os ? Est-ce que j'arrive à sentir ses muscles, ses méridiens d'acupuncture ? L'idée étant toujours, pas de vous apprendre à soigner, parce que c'est pas fondamentalement le but de la méthode, mais
de développer un maximum votre ressenti. Parce que plus vous aurez du ressenti, moins vous ferez de bêtises, et plus vous ferez des choses cohérentes, même si vous avez envie d'aider des gens. Je crois que j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ?